Traiter correctement de la guerre, c'est souvent pas facile. On les compte plus, tous ces films qui glorifient les conflits, qui cherchent juste à faire du spectacle, ou pire, qui servent purement et simplement de propagande, destinée à brosser dans le sens du poil une armée ou un État. Et plus encore, il est extrêmement dur de traiter la guerre dans une œuvre à destination des enfants, surtout quand ladite œuvre suit directement des enfants du même âge que leur public. Pourtant, c'est une direction qu'a pris le studio des Armateurs quand il décida de porter à l'écran cette étrange et incroyable petite série de seulement 10 épisodes. En prenant comme protagonistes des diamants d'innocence, en les mettant dans les pires contextes dans lesquels ils pouvaient tomber, c'était un pari risqué que faisaient les Armateurs, celui de raconter le plus honnêtement possible la guerre, vue du regard d'un enfant. Sans fantaisie ni artifice, la guerre dans ce qu'elle a de plus horrible et l'occupation dans ce qu'elle a eu de plus odieuse, abordant des sujets encore tabous aujourd'hui et le faisant tout en parvenant à protéger son public jeune de visions trop dures sans pour autant cacher sa violence. Les grandes vacances se posent comme une anomalie étrange et magnifique. Passées sous les radars malgré une diffusion correcte, je pense qu'il est temps à nous tous de nous plonger et de découvrir ce court et intense récit dans toute son humanité. En 1939, deux parents amènent leurs enfants chez leurs grands-parents, Colette et son frère Ernest, s'ils voient cela comme de simples grandes vacances passées à la campagne, loin de leur Paris natal, dans une campagne qu'ils aiment et apprécient, leurs parents et grands-parents sont eux inquiets. Tous pressentent la guerre à venir, tous pressentent ce qui s'apprête à déferler sur l'Europe. Quand leur père est mobilisé et leur mère internée en Suisse pour cause de maladie, les enfants comprennent que leurs grandes vacances vont devoir durer bien plus longtemps que prévu. Entre les Allemands qui prennent le contrôle du pays, la guerre, l'exode et l'occupation, c'est un monde dur qui va s'abattre sur ces enfants et leurs nouveaux amis, alors que l'étau de l'occupant se fera tous les jours plus serré. Ce sera cela l'histoire de ces enfants, une histoire d'impuissance, une histoire de résistance et une histoire de délivrance. La guerre qui nous est présentée ici n'est ni celle du soldat, ni celle des généraux, mais bien celle des plus impuissants de tous. Les enfants laissés derrière, coupés en un instant de tous leurs repères, nos deux héros voient impuissants leur mère les quitter pour se soigner en Suisse, leur père être appelé au front et tout ce qu'ils connaissaient menacé d'une destruction totale. L'ouverture de la série est tout entière axée sur cette impuissance totale de ces pauvres gosses face à l'énormité de ce qui se rapproche. Bien que ce soit quelque chose de connu, c'est probablement un des moments de la guerre que l'on voit le moins traité sur les diverses œuvres du sujet. La drôle de guerre et la fin de celle-ci. Ce moment où tout est sur le point de se déchirer, ce moment où toutes les nuits peuvent être celles où l'ennemi est vaincu ou est vainqueur. Ce moment étrange où on pense que comme dans toutes les guerres, que cela n'est qu'une question de temps, que de toute manière on ne risque rien là où on est. Cela, nos personnages vont l'illustrer par leur propre innocence face aux événements. Ils savent que tout ce qui se passe est grave, dur, ils sentent que les adultes veulent leur cacher quelque chose au nom de leur propre innocence. Et l'action de ce premier épisode se concentre sur leurs propres petites aventures. Comme si la série et le monde qui nous est présenté retenaient son souffle, une dernière fois, que l'univers laisse à ses enfants quelques secondes, quelques minutes d'innocence avant que celle-ci ne prenne subitement fin. À cette drôle de guerre, comme on l'appela ensuite, succéda la guerre. La vraie. L'exode de la Seconde Guerre est moins connue, moins marquante que celle de la première, qui a vu des millions de personnes être jetées sur les routes, et surtout moins longue. Elle est ici pourtant traitée avec toute la dureté et l'horreur qu'elle fut. Des familles apeurées, désemparées et déchirées, ne comprenant pas ce qui arrive, alors que les nazis commettent leur premier crime de guerre sur le sol français. C'est là que la série va choisir son positionnement vis-à-vis de cette violence, et fait un choix plus qu'intelligent. Ignorer ou mettre sous le tapis la violence de l'horreur de cette période n'était pas dans le domaine de l'envisageable, ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont tant souffert. Mais la montrer dans toute son horreur n'était pas non plus dans le domaine du tolérable. Jamais une série destinée à un public si jeune ne devrait montrer la véritable horreur du champ de bataille. Le choix alors a été fait de toujours tout montrer, mais sans le faire. La mort et l'horreur seront présentes dans cette œuvre, mais toujours les plus grands protégeront les plus petits, non pas de l'horreur en elle-même, dont ils ne pourront rien faire, mais de la vision de celle-ci. Quand un corps sera montré, il le sera hors champ pour les spectateurs, mais aussi pour les personnages. Autre chose, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Hein? Venez pas là, les enfants. Restez où vous êtes, hein? Venez surtout pas. Je vous l'ai interdit.
On comprend l'impact que cela a sur les enfants sans avoir besoin de traumatiser visuellement un public potentiellement trop jeune. L'une des seules fois où la mort sera réellement montrée, cette vision enfantine de l'horreur sera conservée. Il fait quoi le soldat? Il dort? Non, je crois pas. Mais si, il dort. Regarde, il sourit on dirait. Tu dois avoir raison. Vaut mieux pas faire trop de bruit alors. Viens, sinon on va le réveiller. Allez, viens. On sait tous que non, que c'est faux et qu'il est mort, mais ce qui est important c'est que elle le croit, parce que c'est ce qui est le mieux pour elle. Cela sera pareil pour toutes les horreurs de la série, les personnages n'en seront pas épargnés, mais l'audience ne la verra pas. Cette idée possède aussi un autre effet particulièrement efficace sur le spectateur. Si l'on comprend que la mort est présente, mais qu'elle ne sera jamais visible, cela veut également dire qu'elle peut frapper n'importe quand et n'importe qui, sans prévenir un seul instant. Une petite fumée s'élevant au loin dans le ciel, rien d'inquiétant, ni pour le spectateur, ni pour les personnages à la fin d'un épisode. Pourtant... On ne vous le répétera jamais assez. La plage est une zone interdite. Le terrain est complètement miné. Il ne faut surtout pas y aller. Pour en revenir à l'impuissance d'enfants face à l'horreur de la guerre, cette impuissance et cette incompréhension permettra de souligner d'autres horreurs que le spectateur, lui, comprendra instantanément. Que ce soit le racisme bien français, qui n'a même pas besoin d'une couleur de peau pour s'exprimer, un simple accent suffit. Mais non, monsieur, il est pas allemand, il est alsacien, c'est pas pareil. Ah ouais? Eh ben allemand ou alsacien, c'est pareil pour moi. Au collaborationnisme le plus dégueulasse que les enfants ne vont percevoir que comme une nuisance, alors que leurs parents et le public comprennent parfaitement les tenants et les aboutissants des actions du personnage. Mais encore une fois, la série ne cachera ni l'horreur ni les conséquences de tels comportements. Et bien que ce soit la narration faite par une Colette vieille dame nous racontant ses souvenirs, bien qu'encore une fois cachée, la série est parfaitement claire sur le destin de ses personnages. Ne restez pas là, les mouflets. Mais l'impuissance de ces personnages prendra fin quand la plus grande des horreurs prendra place devant eux, sans qu'ils comprennent son sens ni sa logique. Ils comprendront que l'impuissance doit laisser place à la résistance. La résistance des enfants est un sujet délicat. Bien des réseaux de résistance ont fait appel à de très jeunes enfants pour des rôles non combattants, mais les mettant tout de même en danger, et beaucoup d'enfants juifs ayant pris le maquis et n'ayant pu fuir vers d'autres pays, n'eurent d'autre choix que d'une certaine manière prendre part à une résistance plus active. Même si les chiffres sont relativement difficiles à trouver car étant des réseaux secrets, on sait que oui, même des enfants ont résisté à la machine fasciste, et c'est ce que notre groupe de héros va faire. Mais cette résistance, vu son contexte et qui la faisait, se devait d'être unique pour cette œuvre. Faire saboter un train par des enfants de 10 ans paraissait quelque peu exagéré. C'est ici une résistance de tous les jours qui va nous être montrée. Une résistance silencieuse, faite de petits actes à côté de la grande, la rejoignant parfois, mais toujours avec l'objectif clair de montrer que l'occupation n'était pas acceptée et que jamais les nazis ne feraient de ce village leur terre. Intelligemment, la série expliquera toujours les actes des personnages et expliquera, quand cela n'est pas forcément clair, pourquoi ce qu'ils font est de la résistance. On pourrait penser qu'accrocher un drapeau en commémoration des morts de la première n'est pas vraiment ce qui chassera les Allemands, mais pourtant cela reste un acte destiné à montrer à la population que l'espoir est encore là. Se taire quand il faut, par exemple, est aussi un acte de résistance, et parfois des enfants montreront un courage que bien des adultes se refuseraient. Bien, Les enfants, je comprends ce que vous voulez dire. Mais ça risque de créer des problèmes, vous savez. Vous ne pouvez pas garder ces étoiles sur vous. Beaucoup de choses ont changé. En mal. Mais à ce moment, c'est justement ces adultes qui, si incroyablement fiers d'eux, savent ô combien leurs actes les mettent en danger et mettront fin à l'action. La série va alors prendre un tournant plus éducatif, tout à fait bienvenu. Déjà en nous narrant des événements méconnus de la guerre, mais aussi en finissant chaque épisode par une anecdote narrée par d'anciens enfants résistants. Dominique Cabani, Daniel Amino et Michel Lanotte, dont malheureusement je n'ai pas trouvé de photos et dont je suis incapable de vous dire si ces gens sont encore vivants, verront leurs 10 histoires de petites résistances animées par 10 réalisateurs de l'école de la Poudrière. Belle manière de mettre en avant les nouveaux réalisateurs d'animation française, et c'était certainement des devoirs que tu n'avais pas envie de rater. Quant à la résistance, la série ne se concentrera pas que sur le rôle des enfants, mais aussi comment elle se construit et par qui, de ceux qui agissent cachés en tant que chefs de réseau à ceux qui déclarent ouvertement leurs engagements, mais aussi de ceux qui résistent par leurs actes du quotidien en excluant socialement les collabos, ou simplement en cachant des radios ou autres tracts afin de les soustraire aux Allemands. La résistance se fait aussi, et c'est là un point très intelligemment traité, avant même la guerre.
Quand les enfants défendent leurs camarades alsaciens réfugiés et stigmatisés à cause de son accent, parce que vraiment le français n'a jamais besoin de grand chose pour être raciste, c'est un acte de résistance. Un acte de résistance simple contre la montée du fascisme que ces enfants réalisent sans même y penser et qui se verra soutenu par un adulte visiblement moins haineux que ses contemporains. Généralement, on peut dire qu'avant même que les Allemands soient là, les enfants commenceront de cette manière à résister contre l'indifférence et la discrimination, que ce soit en faisant de ce jeune réfugié qu'on apprendra à être juif leur ami, ou en s'associant avec Muguette, probablement le meilleur personnage de la série, qui, auparavant ostracisé par son statut de pauvre et aidant sa famille en ramassant des coques, deviendra de facto la leaduse de ce petit groupe et, par son autorité et son esprit d'initiative, sera clairement celle qui maintiendra cette petite cellule de résistance en culotte courte sur pattes. Pauline Brunner est d'ailleurs vraiment à saluer pour son rôle. Habituée au doublage de par son rôle de Célestine dans les films éponymes, elle donne le dynamisme et l'intensité voulus au personnage. Et elle prouve aussi au passage que le népotisme à la française a toujours pas bougé d'un poil, vu que son père c'est Didier Brunner, le fondateur de la société de prod des armateurs, qui fait la série. Oui, je sais, c'est un scud un peu gratuit, mais le népotisme est tellement le cancer du cinéma français que ça coûte rien d'y caler un petit coup quand on peut. Quant à la résistance de nos personnages, sans jamais cacher le danger que de tels actes impliquent, la série ne se gênera jamais pour mettre ses protagonistes enfants dans des situations de danger et de terreur pure, que ce soit en réalisant des missions incroyablement dangereuses comme le repérage de positions d'artillerie et la cachette d'un aviateur anglais, ou en actes de courage pur, quand tout aussi terrifiés qu'elles, ils protégeront leurs camarades juifs durant les bombardements. Ces mêmes bombardements prenant place durant le raid de Dieppe, la série prend de nouveau un rôle éducatif, car ce raid raté, véritable première tentative de débarquement sur le sol français par les Alliés, est souvent très peu connu du grand public, peut-être car c'est un échec, mais c'est un échec qui fut une sorte de prélude au futur inévitable de cette occupation. 10 épisodes, c'est court pour raconter toute l'histoire de 4 ans d'occupation. Pourtant, nous avons bien vu que la série avait parfaitement réussi à raconter par les yeux d'enfants tout ce que cette période pouvait contenir, tout en leur cachant les horreurs les plus visuelles. Alors, quand vient le temps de la libération, nos protagonistes ne sont plus les mêmes. Évitant l'erreur de faire de ces enfants des blocs d'innocence qui auraient par miracle été épargnés par la guerre, l'occupation et ses traumatismes, le dernier épisode sera clairement celui de la fin de l'innocence, celui où la mort sera le plus proche, celui où les derniers sacrifices auront lieu et celui où les derniers actes d'héroïsme prendront place. Et cet héroïsme, il aura lieu des deux côtés. Jeanne, ils viennent, ils prennent otage pour les fusiller à cause de sabotage, il faut partir. Quoi? Je bouge pas d'ici, c'est ma maison. Gaston, Marcelin, vous partiez à vous cacher maintenant. Hein, quoi? Mais on n'a rien fait. Faites ce que je dis, vite, vite, vite. Le personnage d'Otto est selon moi la plus grande originalité de la série et son véritable acte de courage. Encore aujourd'hui, une œuvre prenant place sous l'occupation et la libération n'osera que très rarement, voire quasiment jamais, présenter les Allemands comme des êtres humains. Pourtant, la série, via ce personnage et sa relation secrète avec la mère des amis de nos personnages, la série traitera avec une honnêteté incroyable un sujet qui fut et qui est encore incroyablement tabou dans l'histoire française. Ils sont amoureux ou quoi? On dirait bien. Mais ils ont pas le droit. Parce que Otto, même s'il est gentil, c'est qu'un boche. Moi, je l'aime bien, Otto. Et puis, c'est des histoires de grands, hein. Faut le dire à personne. Sinon, ils auront des ennuis. Pourtant, des couples franco-allemands ont bien existé pendant l'occupation, et si on les a toujours représentés comme des alliances de monstres et de collabos, c'est caché le fait que certaines, attention pas toutes, certaines de ces relations étaient de vraies relations d'amour sincère, qui ont souvent mené à la honte et au malheur, particulièrement pour les femmes et les enfants issus de ces unions. Le dernier acte de résistance de la série et des enfants sera alors contre cet ultime sursaut de haine. Si les collabos et les nazis étaient tous des monstres qui ont tous mérité leur sort, bien des soldats de la Wehrmacht étaient de simples humains, et c'est cette idée que Colette, suivie par les autres enfants, défendra dans son dernier acte de résistance. Si tu fais ça, je te pardonnerai jamais. T'entends jamais. C'est vrai, hein? Tu vas pas lui faire de mal, hein, Pierre? Pas Otto, ce serait pas juste. Je sais que c'est un sujet
très tendu, cela aussi. Ayant des connaissances allemandes, je sais que pour nos voisins, très souvent pour cacher les crimes d'un ancêtre, on va dire « Papy n'était pas nazi, il était seulement dans la Wehrmacht ». Et c'est un secret de polichinelle pour nos voisins. Mais ceux qui mentent pour oublier et cacher les crimes de leurs ancêtres ne doivent pas masquer ceux qui furent réellement forcés de s'engager et de se battre pour une cause injuste et cruelle. La série marque ainsi avec ce personnage un courage certain et aborde avec beaucoup d'humanité un sujet encore très largement tabou en France et en Allemagne. Mais attention, ne pensez pas un seul instant que la série tente de minimiser les crimes nazis. À chaque instant de cet épilogue nous est rappelé les horreurs des occupants, les fermes massacrées, les populations prises en otage, les représailles des actes de résistance. Intelligemment, la série, à chaque fois que l'action suit des adultes dans leurs actes de résistance armés, ne se cache pas de ce qui a dû être fait. Que ce soit les attaques ouvertes de fin de conflit ou les embuscades la nuit tombée pour libérer des camarades. Le seul instant où l'innocence des enfants sera croisée avec le sombre de la guerre sera cet instant presque hors du temps où nos personnages croiseront un contingent de soldats canadiens. Premier contact avec leur libérateur qui prendra la forme d'une blague quand les soldats réaliseront qu'ils sont complètement paumés. Chose qui arriva d'ailleurs plus d'une fois durant l'opération Overlord. D'ailleurs, à souligner que c'est sympa d'avoir mis en avant des Canadiens plutôt que les éternels Américains, même si on sent que c'est aussi pour justifier que les soldats parlent français. La guerre se terminera alors pour ces enfants, même si jamais ils ne pourront oublier ni le bruit des bombes, ni leurs camarades assassinés par les nazis. Ainsi, si certains scénarios se terminent par une note pleine d'espoir et de positivité, d'autres, comme le sort de leurs camarades juifs, ne pourront laisser d'autre arrière-goût dans la bouche que celui de la cendre. Rosalie avait été sauvée, mais Fernand, lui, ne reviendrait jamais, assassiné à Auschwitz, comme tant d'autres. Persistant dans son honnêteté, la série ne nous propose pas une fin douce où tous sautent de joie. Aucun de ces personnages, comme aucun des enfants qui nous a conté leur récit dans les crédits, ne pourra oublier ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu durant cette période. Et je crois que c'est ça le dernier et le plus grand message de cette série. C'est une œuvre qui veut que l'on se souvienne de ce qui a été fait et de l'impact que cela a eu sur des enfants qui l'ont vécu. Peut-être que cela fera enfin naître une étincelle d'humanité chez ceux qui voudraient jeter à la mer des enfants ayant vécu les mêmes choses que nos protagonistes. Enfin, ceux-là on sait bien d'où ils viennent et qui sont leurs ancêtres. Une série qui révèle en les temps troublés que nous vivons toute son importance, et une série qui parvient à être pour tous les âges malgré son sujet, visible par tous les âges malgré sa violence, et profondément humaine pour tous ceux qui ne fantasment pas sur le bruit des bottes et la haine de l'autre. Bref, regardez les grandes vacances, c'est probablement un des meilleurs trucs que j'ai vu sortir des studios français depuis très longtemps. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut.